enchaîner avec l'exposé de Yves Loire, c'est prêt? Oui, je vais commencer. On voit un micro. Oui. Donc je ne présente plus Yves, tout le monde le connaît ici à Flamanville. Simplement que j'ajoute qu'il vient de signer un ouvrage qui s'appelle La comédie atomique et que l'on va trouver ici à la dédicace aujourd'hui. Il va nous en parler. Oui. Merci beaucoup. J'aurais juste besoin de quelqu'un dans quelques minutes pour faire avancer le transparent, le machin. Hein, et ça, j'en ai pas besoin. Et je vais faire. Attends, mais là, pour l'instant, il faut que j'intervienne moi-même. Donc, c'est juste dans quelques minutes. Je vais commencer ici dans mon exposé. Bien entendu, je vais essayer de vous faire bénéficier de choses en grande partie inédites que j'ai travaillé depuis Fukushima. Quand il y a eu l'accident de Fukushima et que j'ai vu comment les institutions internationales de la radioprotection sont intervenues, mais avec une qualité de réflexe tout à fait extraordinaire, pour commencer déjà à nier qu'il y aurait des conséquences, j'ai commencé à me plonger dans leurs écrits, et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était les mêmes qui avaient organisé le déni des conséquences de Tchernobyl. Les survivants, ils n'étaient pas tous encore en vie, parce qu'entre Tchernobyl et Fukushima, il y a quand même un quart de siècle. Et donc, ce sont des gens qui sont membres de la CIPR, membres de l'UNSCER essentiellement, donc des instances de radioprotection. Donc, ces instances de radioprotection qui perfectionnent leur arsenal de doses limites, de niveau d'intervention et patati et patata. Quand il y a quelque chose qui pourrait mettre en cause le développement de l'énergie atomique et montrer qu'il y a des séquelles graves, ils se serrent tous les coudes pour dire que non, il n'y a pas d'effet. Je vais quand même vous rappeler des données absolument indispensables pour saisir à quel point cela est plus que grotesque, mais obscène. L'accident de Tchernobyl a rejeté environ l'équivalent dans les produits à vie moyenne et longue de l'explosion de 500 bombes atomiques. C'est donc comme s'il y avait eu sur les territoires contaminés un échange de tirs lors d'une bataille atomique tactique, avec des bombes explosant à basse altitude pour détruire des chars, des choses comme ça. Hiroshima, Nagasaki, une bombe a explosé en altitude. Il y a eu très très peu de dépôts radioactifs sur place. Il y en a eu, mais très peu en ce qui concerne les produits à vie longue. Par exemple, ça a été très bien étudié. Les dépôts maximum dans les pluies noires de Nagasaki, c'est 30 000 becquerels par mètre carré, dans une zone qui fait quelques dizaines de kilomètres carrés, à 3 kilomètres autour du lac Nishiyama, du lac réservoir de la ville. 30 000 becquerels par mètre carré. À Tchernobyl, après Tchernobyl, les surfaces contaminées au-delà de 30 000 becquerels par mètre carré, c'est de l'ordre de 300 000 kilomètres carrés. Et ça va jusqu'à plusieurs millions de becquerels par mètre carré. Donc, dire que les conséquences de ces retombées et des nuages qui sont passés pour produire ces retombées lorsqu'il a plu sont sans conséquence ou quasi sans conséquence et que ce soit gravé dans le marbre d'un rapport voté par l'Assemblée générale de l'ONU, le rapport du Chernobyl Forum en 2005, publié fin 2005, on est carrément dans l'obscénité la plus totale. Donc, suite à cette observation, que c'était les mêmes qui recommençaient à Fukushima, je me suis dit, l'analyse que j'avais faite bien avant, quand j'étais à Tchernobyl, en 88, 89, 90, mais à partir d'impressions que m'avait laissé mon passage au groupe interministériel sur les déchets radioactifs, pour les options techniques des déchets radioactifs en 74-75, et où j'avais été confronté très directement aux responsables de la radioprotection en France, le docteur Delplat pour EDF, le docteur Henri Jamet pour le CEA et le professeur Pellerin pour le ministère de la Santé. Les idées que j'avais que la radioprotection était en fait le deuxième pilier de l'industrie atomique, qui a trois piliers. Le premier, c'est la science, le deuxième, c'est l'industrie, et le troisième, c'est la radioprotection. Et sans la radioprotection et les assurances qu'elle donne aux populations, eh bien, les craintes que la radioactivité suscite dans l'opinion et l'effroi
après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, aurait pesé très lourd contre le développement de l'énergie atomique, avec les belles promesses de l'entrée dans l'âge atomique de cette époque. Donc c'est à la suite de ça que je me suis dit, il faut remonter à la source. Parce que c'est une histoire des idées, c'est pas seulement une question de technique, etc. C'est dans l'histoire des idées. Le bouleversement qu'a introduit dans la science et dans la perception de ce que c'est que la nature, la découverte des rayons X, c'est absolument une bifurcation de type catastrophique, au sens où la vision du monde a changé, et c'est la plus grande révolution scientifique de tous les temps qui a commencé à ce moment-là. Parce que la découverte de la radioactivité naturelle est une conséquence directe de la découverte des rayons X, et je le montre dans mon livre. Ça s'est passé à l'Académie des sciences en France au début de 1896. La découverte des rayons X, c'est novembre 1995. La publication à Würzburg par Röntgen en français et en allemand de sa découverte avec la radiographie de la main de sa femme, c'est le 22 décembre 1995, et le 20 janvier 1996, Poincaré, le mathématicien, à l'Académie des sciences, a dit « Écoutez, ce qui est là est très intéressant, c'est du domaine de la phosphorescence, parce qu'on croyait que c'était lié à une question de phosphorescence. Y aurait-il pas d'autres matières qui excitent de la même façon la surface sensible qui avait révélé à Röntgen l'existence d'un rayonnement invisible ?» Et c'est Becquerel qui a testé plein de produits chimiques, qui croyait que c'était des composés chimiques, que c'était la phosphorescence naturelle qu'il cherchait. Et à un moment donné, il a vu que l'uranium pouvait impressionner la plaque photographique. Il a testé toutes les possibilités, il a dit non. Il y a un rayonnement d'un type nouveau qui n'est pas les rayons X. Et c'est comme ça qu'on a découvert la radioactivité naturelle. C'est par une hypothèse fausse de Poincaré, mais qui a mis la puce à l'oreille de Becquerel et qui a cherché à vérifier si l'hypothèse de Poincaré était juste. Et en la falsifiant, il a trouvé la vérité, c'est-à-dire qu'il y a de la radioactivité naturelle émise par certaines roches, certains composés. Et tout a démarré à ce moment-là. Donc il faut bien considérer que les rayons X, c'est la révolution qui commence. Et dans l'histoire des idées, c'est capital, parce qu'ils ont eu une aura formidable. J'en parlerai après. Alors maintenant, je vais vous montrer où en est la radioprotection par une très courte, un slide très court, qui est en anglais, je regrette, qui a été publié en 2014, et c'est la reprise d'un article d'un radiobiologiste anglais très célèbre, Sir Edward Eric Pochin. Je vous le montre. Alors, il faut avancer. Voilà, excuse-moi, là, il faut que je m'installe. J'espère que ça va marcher, parce que comme je n'ai pas la souris, il est possible que je n'arrive pas à... Alors, je fais l'essai, hein. Si ça marche, tant mieux, sinon, tant pis. On reviendra. Ah, voilà, on le voit. Alors vous pouvez lire que ce personnage considérable, il est entré à la CIPR en 1954. Il a été son président entre 62 et 69, après avoir été son vice-président de 59 à 62. Et il a été le représentant, c'est-à-dire le plus haut délégué du Royaume-Uni à l'UNSCER, qui est l'United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, qui est l'organisme de l'ONU dont j'aurai beaucoup parlé après, qui dit la science des effets des radiations, de 1955 à 1986, pendant 31 ans. Donc on peut bien considérer que c'est une des plus grandes références dans la radioprotection et la science des radiations mondiales. Sir Eric Pochin. Il dit qu'on a repéré assez vite qu'il y avait des risques à utiliser les rayonnements ionisants. Et il dit immédiatement, on s'est immédiatement préoccupé des choses. C'est complètement faux. Il a fallu attendre plus d'un quart de siècle, presque 30 ans, pour que le premier congrès international de radiologie décide de créer une commission de mesure des radiations, Commission on Units and Measurements, parce qu'il n'y avait aucune référence. On ne pouvait pas parler de limite de dose, d'ailleurs on n'y pensait même pas, puisqu'on n'avait pas de référence reconnue internationalement
pour ce qui concernait la mesure de l'énergie des rayons X et du radium. Et ils ont donc remis la création de cette Commission on Unit Measurements à la prochaine, de 1928, au prochain congrès de radiologie. Et ils avaient décidé aussi en 1925 de créer une commission internationale de protection radiologique, et les deux commissions ont été créées conjointement en 1928. Donc le immediately, c'est que ça montre quand même qu'il y avait du retard à l'allumage dans le système. Alors, bon, vous pouvez lire, c'est pour ceux qui lisent l'anglais, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se dit à la fin, parce que ce qui se dit à la fin, c'est la gouvernance actuelle, enfin, ou la pratique actuelle de la protection radiologique selon la CIPR dans les cas réels. Et on est loin des magnifiques tableaux et exposés extrêmement complexes du système de radioprotection que nous a décrit Pierre. On arrive dans la réalité, c'est-à-dire quand on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de radioactivité et qu'on ne peut plus du tout respecter ce qu'on a gravé dans des documents qui sont là pour abuser le public, et surtout les décideurs. Alors, il faut lire à partir de... Voilà. Où est-ce que la dernière phrase? Voilà, à partir de là. Donc là, il dit donc la position concernant l'exposition des travailleurs, c'est ce que veut dire occupational exposure, et les membres du public, est devenue très complexe. Là, on a pu le voir avec ce que nous racontait Pierre, et avec les preuves qui augmentaient qu'il y avait des possibilités d'effets dommageables, harmful, même à très faible dose, et à très faible débit de dose. Ce qui est très important, c'est le débit de dose, comme nous en reparlerons à la fin de mon exposé. Si bien qu'il n'est plus vraiment une question de recommander des niveaux d'exposition qui sont sûrs dans un sens absolu, mais ceux qu'il faut considérer comme appropriés, sûrs de façon appropriée pour les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de les recevoir. L'entrée dans l'âge atomique et rester dans l'âge atomique est nécessaire. C'est ça qu'il faut se persuader. Les gens de la CIPR sont pour qu'on reste dans l'âge atomique, qu'on développe de plus en plus l'énergie atomique et de plus en plus les usages médicaux des radiations, qu'on irradie de plus en plus, qu'on vous injecte de plus en plus de radioéléments. Et ils essayent de développer une espèce de corpus qui maintenant est tartiné d'éthique. Et nous en parlerons à la fin, puisque ce sont des considérations éthiques qui prédominent dans les discours concernant le maintien dans les zones contaminées du Bélarus et maintenant de Fukushima. Maintenant, je vais vous laisser donc continuer et moi je repasse de l'autre côté. Il y a un micro là-bas. Alors, Pierre, tu pourras le faire avancer, s'il te plaît? Merci. Oui, ça va bien. Donc, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire des travaux historiques de chez soi, éventuellement en commandant quelques documents qui manquent, parce qu'on les a repérés et qui ne sont pas sur Internet, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment important, parce que c'est pédagogique ce que je vous dis là. Vous pouvez le faire. Tout ce que je vous ai montré, par mots-clés, vous le trouvez en quelques minutes sur Internet, alors cette fois on charge de beaucoup, j'ai chargé 30 gigas de données, puis ensuite vous les transformez, ça prend beaucoup de temps aussi en documents, comme on dit, searchable, où on peut chercher des motifs, et après vous savez ce que vous cherchez, vous tapez comme un chien qui renifle une piste, vous tapez le motif, et puis vous passez de document en document jusqu'à trouver l'information pertinente, compte tenu de la grille d'analyse que vous avez du problème que vous voulez tester. Mon problème, c'était l'histoire de la radioprotection. Donc je suis remonté dès le début. Alors, s'il te plaît, la prochaine. Oui, c'est ça. Donc, là, je vais vous parler rapidement de 4 thèmes. Le premier, c'est donc les premières années. La notion de dose n'existait pas. On regardait les effets.
Et il y avait donc, il n'y a pas d'effet. Simplement, les rayons X vous donnent des informations sur le corps humain. Deuxième, il y a des effets cliniques réversibles, et c'était considéré comme une maladie ordinaire ou une blessure, on s'en remet, et on est guéri. La notion de suivi était évidemment totalement absente de l'esprit des médecins qui bombardaient à qui mieux un peu tout le monde. Puis quand il y a eu le radium, alors on a utilisé ce qu'on appelait les émanations, c'est-à-dire les émanations de radon et de ses descendants, tous les descendants d'uranium, dans le traitement, hein, vous mettez dans une chambre d'émanation, on va voir après, et puis on vous irradie avec du radium, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Je vous donnerai quelques jours. Alors, il est arrivé, on verra tout de suite, que la notion de seuil a été forgée dès le début, et ensuite a été gravée dans le marbre à l'Académie des sciences en France en 1921. On verra ça tout à l'heure dans un instant. La principale préoccupation, parce qu'on s'est rendu compte que ces rayonnements étaient dangereux, c'était de protéger les praticiens et les opérateurs. Nulle part, contrairement à ce que dit Cochin dans son papier, qui était réellement un tissu de mensonge, à aucun moment, à ce moment-là, on s'est préoccupé des effets sur les patients. Sauf que si on cherchait à guérir une tumeur, on bombardait la tumeur. Si on y allait trop fort, il crevait une nécrose. Mais ce n'était pas considéré comme il n'y avait pas d'autre objectif à ce moment-là que de trouver la bonne dose. Mais on ne cherchait pas à évaluer les autres effets collatéraux de ces traitements par rayons X ou par le radium, qui pour tout et n'importe quoi, comme vous le verrez dans mon livre, et comme d'ailleurs on le fait encore, comme nous l'a rappelé Pierre, avec d'autres composés à base de thorium ou des saloperies de ce genre. Et donc le premier bilan, après 26 ans, 25 ans à un peu passé de pratique sur les dangers du radium des rayons X, a été effectué par l'Académie des sciences de médecine en France durant les séances, 3 séances fin mai et début juin 1921. La suite, s'il te plaît. Alors nous allons quand même faire un tout petit retour au tout début, parce que c'est là où on s'aperçoit d'un peu comment les gens appréhendent cette nouveauté extraordinaire, l'action des rayons invisibles. Il se trouve que, comme vous pouvez le voir, un certain Stevens, un médecin, a observé la première radiodermite. Ce texte et sa publication, et vous voyez, c'est avril 1896, ce qui veut dire qu'il avait observé quelques semaines avant, le temps de publier, et que la découverte des rayons X, c'était novembre 95, publication fin décembre 95. Donc ils y sont allés tout de suite à fond la caisse. Parce que pour obtenir des radiodermites avec des rayons X, il faut quand même mettre la dose. Et comme les rayons X avaient été découverts en irradiant des platinocyanures de barium, des feuilles de carton recouvertes de platinocyanures de barium, tout le monde s'était mis à jouer avec les rayons X pour voir la phosphorescence des feuilles de platinocyanures de barium. Et ce médecin, Stevens, a cru que c'était le contact de ce platinocyanure et la poussière qui pouvait éventuellement traîner dans le laboratoire qui était la cause, ce qu'il a écrit dans ce document. Mais d'autres médecins ont immédiatement corrigé dans la même publication, c'est ce qui est récent, hein, la contradiction apparaît dans la même publication, et ils disent non, ça ressemble vraiment trop à un coup de soleil, il doit donc y avoir des rayons X dans le rayonnement solaire. Ce qui banalisait d'entrée de jeu ce nouveau rayonnement. Alors que et ça c'est totalement anti-scientifique, la publication de Röntgen montrait bien que c'était un rayonnement nouveau, qu'une feuille de plomb atténuait et une certaine épaisseur de plomb arrêtait, etc. Alors que le rayonnement solaire, on n'a jamais observé derrière une feuille de carton que le rayonnement solaire allait impressionner une plaque photographique, par exemple. Donc on voit bien qu'il y avait une volonté tellement forte de banaliser qu'on n'a même pas essayé de contredire cette analyse à partir des données immédiates qu'avait fournies la publication de Röntgen, qui était magnifique en français et en allemand, et qui était parfaite sur le plan scientifique. Röntgen était un excellent physicien. La suite, s'il te plaît.
Donc 13 ans après la découverte, on est en 2008, donc c'est un peu moins. Une dizaine d'années après la découverte du radium, donc on a quand même pas mal expérimenté. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire cette communication d'un rapport des docteurs Allopo et Fournier à la séance du 28 janvier 1908 de l'Académie de médecine. C'est évidemment un extrait, ce rapport fait plusieurs pages. Peut-être vraiment n'y aurait-il pas grande exagération de notre part si, pastichant la fameuse lettre de Madame de Sévigné à Monsieur de Coulanges, nous venions vous dire « Nous allons vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus miraculeuse, la plus étourdissante, la plus singulière et la plus extraordinaire, la plus imprévisible, la plus incroyable, etc. Car n'en déplaise à la célèbre marquise, il nous semble encore moins extraordinaire de voir Monsieur de Lauzun épouser la grande mademoiselle que de voir une pincée de poudre agissant à distance par une sorte de pouvoir magique, effacer ces affreuses souillures de la peau que nous souvenons de taches de vin, voir ce qui est plus extraordinaire encore, fondre, résorber, résoudre, détruire, anéantir, aussi ce que je vais parler de la dite marquise, des tumeurs, de véritables tumeurs, du genre de celles qu'on a appelées névivasculaires tubéreux, angiomes caverneux, etc. Eh bien, si invraisemblable et si inattendu que cela puisse paraître, c'est la suivante, puisse paraître, voilà pourtant ce qui bien positivement réalise ce que réalisent les irradiations invisibles, mais réelles, pénétrantes et merveilleusement actives du radium. Incroyable presque seraient de tels résultats s'ils n'avaient leur certificat d'authenticité fourni par la photographie. Voyez et jugez. Voici d'abord sur un tout jeune enfant un névus vasculaire du type tache de vin aux yeux du monde. Névus localisé sur la joue droite à la région subauriculaire et s'étalant là sur une étendue de 6 cm comme diamètre horizontal et de 5 à 7, 5, 6 et 7 cm verticalement. Eh bien, voyez-le après traitement, c'est fait de lui. Il a disparu positivement. Il ne se traduit plus que par une légère décoloration tégumentaire. De plus, le lobule auriculaire, qui était envahi par la lésion boursouflée et animé de battements, est revenu à son volume normal. Somme toute, résultat irréfutablement merveilleux, même lésion et résultat thérapeutique non moins remarquable sur ce second bébé, âgé de 18 mois. Donc, vous voyez bien qu'à l'époque, on n'avait fait aucune science, bien sûr, sur les effets différés des radiations, et on y allait à 10 000 pour des trucs totalement futiles, supprimer une tâche de vin. Mais dans mon livre, vous faites d'autres exemples que tout le monde connaît, qui a lu un peu la littérature de cette époque. On vous mettait dans la cavité, je ne sais plus où, du côté de l'oreille, des pastilles de radium pour traiter des otites résistantes. Il faut s'imaginer ce que ça peut faire dans la tête du gosse d'avoir une pastille de radium pendant quelques jours pour traiter une otite résistante. Primum non nocere, totalement absent de la perspective médicale dans ce domaine. On y va à fond alors qu'on sait que le radium cause des nécroses. On le sait déjà depuis longtemps, depuis le début. Becquerel, qui était ami d'Écurie, avait reçu une ampoule, une petite ampoule scellée de radium qu'il a mis dans sa poche. Il a eu une nécrose, il a eu 4 mois à guérir. Il était le premier accidenté du radium, donc on le savait. Mais les médecins étaient tellement, tiraient tellement de pouvoir et d'argent de l'utilisation du radium que tout était réalisable. Du moment qu'on le pouvait, on le faisait. Le suivant, alors le déni réflexe. Le déni de l'effet négatif des radiations, il a différé. Hein. Je ne parle pas des irradiations graves et aiguës dont on a parlé et qui causent des dégâts immédiats. Alors, il y avait les dégâts immédiats ou les effets immédiats du genre anémie, etc., dont on se remettait, qui étaient considérés comme bon, bah, c'est passager, on guérit. Et puis il y a des effets différés pour lesquels on a l'information beaucoup plus tard. Et là, vous voyez ce cas qui est rapporté là, dans ce rapport du docteur Régaud, qui est le rapport qui initie cette fameuse série de 3 séances de l'Académie de médecine sur le danger du radium. Et lui, il est donc chargé de faire un rapport, un vaste survol de l'ensemble des données connues, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Il n'a pas parlé d'Allemagne. Enfin bon, il devait y avoir la même chose en Allemagne, ils étaient évidemment tout à fait aussi à la pointe dans ce domaine. Et voyez qu'on parle de choses, de fatigue, d'anorexie, de pâleur, etc., et de modification de la formule sanguine. Tout ça a été repéré depuis longtemps.
Exceptionnellement, un syndrome analogue à l'anémie pernicieuse chronique a été observé et des cas de mort ont été rapportés, donc c'est en gros de leucémie. Mais ces dernières observations ne sont pas concluantes. C'est-à-dire que la relation entre la cause et l'effet était considérée comme non évidente. Parce que ce n'était pas un effet immédiat, un effet déterministe. On entrait dans le domaine de l'aléatoire possible. Alors maintenant, toujours en 21, à la séance suivante, du 31, il y a eu une communication par le docteur Le Tulle, chevalier de la Légion d'honneur, directeur de la première école d'infirmières. On voit bien un personnage considérable dans le paysage médical français. Et voilà quelques extraits de sa communication sur une expérimentation in vivo qu'il a faite. L'observation que vient de rapporter mon ami et collègue Tuffier m'a permis d'étudier l'action directe exercée par le radium sur une muqueuse utérine indemne de cancer. Long espace de temps étendu entre la dernière application du caustique et l'hystérectomie, ça veut dire l'ablation de l'utérus, constitue une donnée des plus favorables pour apprécier l'évolution des lésions, à vrai dire expérimentales, que nous résumerons ici, dont nous résumons ici, les caractères histologiques. Alors, on tartine avec des vues photographiées de coupes histologiques, c'est absolument épouvantable. Je ne cache pas que quand vous voyez ça, froid dans le dos. Les détails de la nécrose par coagulation, nécrose fibrinoïde, vous voyez, c'est un type qui connaît bien son sujet, qui a détruit de la sorte la muqueuse utérine, nous retiendrons peu aujourd'hui. Je désirerais mettre en lumière deux faits seulement d'un réel intérêt pratique. Alors je passe le premier, j'arrive au début de la description du second. Fait capital et qui domine, semble-t-il, l'avenir des cauterisations par le radium. Donc, il avait envie de continuer. Ces vaisseaux dont le revêtement endothélial mortifié a disparu laissaient encore le sang passer librement à l'intérieur de leur conduit béant. Les exemples de thrombose sanguine et par conséquent d'obstacles apportés au courant circulatoire font en effet presque entièrement défaut dans nos préparations, etc. etc. Vous savez, Mengele, il avait le même état d'esprit au départ, plus la haine des Juifs. Et alors le rapport final du docteur Broca. Et là, il rappelle donc quelques pratiques à l'époque. J'ai retenu quand même celle des émanations. Donc on vous met dans une chambre où il y a des émanations de radium et donc du radon et tous les descendants. Les doses ont été évaluées en curie par litre, en millionième ou 100 millionième de curie par litre. Et vous voyez les séances de 2 heures, 40 à 50 séances de 2 heures, deux fois par jour, parfois 3 séries de séances. Et vous arrivez à des inhalations. Alors j'ai calculé ça par rapport au volume inspiré qu'on trouve dans n'importe quel document sur Internet, le volume que vous inspirez chaque heure d'air. Et donc comme ça, j'ai su quelle était la dose d'irradiation des poumons et du corps, parce que c'est des gaz qui en partie sont solubles, le radon est soluble, etc. Et ensuite, les descendants vont être dans les fluides du corps. Et bien vous avez donc des cures qui vous donnent une inhalation entre 18,5 millions de becquerels ou 6,5 milliards de becquerels par traitement. Et vous avez la petite note du gars qui utilisait les doses à 6,5 gigabecquerels par traitement, qui préférait ça à l'usage d'aspirine pour traiter des rhumatismes. Voilà. Ma grand-mère a subi des cures de rayons X pour le rhumatisme parce qu'elle avait peur de se faire opérer de la hanche. Et c'était des cures qui ont duré des mois et des mois, sans aucun effet. Donc c'est une médecine totalement à l'aveuglette, on a un moyen, on y va, on cartonne. Alors, notre ami qui parle de limites, le docteur Broca, très célèbre, il a une belle rue à Paris. Mais il y a pas loin de l'Académie de médecine. Mais il y a cela une limite, comme à toutes les actions physiologiques ou médicamenteuses, qui rejoint ce que nous disait Annie tout à l'heure, il y a comme partout un seuil. Nous sommes certains de l'existence de ce seuil, car il y a souvent peut-être toujours
de l'émanation dans l'air que nous respirons, en particulier au voisinage de certaines sources minérales, et ces contrées sont habitées par des populations florissantes. Beaucoup de malades même y vont rétablir leur santé. Plus loin, nous ne devrions pas nous étonner de voir un jour démontrer l'utilité d'une dose très faible d'émanation en régime permanent. C'est donc la théorie de l'organosis radioactive que le docteur Delplat a défendu devant nous à la première séance du groupe interministériel pour la gestion des déchets radioactifs en disant nous ne devons pas avoir peur de développer l'énergie atomique parce que, et ça a été démontré sur des rats, je vous en parlerai après, il y a des doses pour lesquelles c'est bénéfique, ces rats grandissaient plus vite et vivaient plus longtemps. Une étude qui datait de 1922 et qui avait porté une population de 3 rats, comparée à des échantillons d'autant d'individus. Donc il y avait une dizaine, je crois, d'échantillons soumis à diverses doses, et à chaque fois c'était 2-3 rats mâles ou femelles exposés près de la tête ou sur le dos par du radium. Conclusion. Il n'y a pas lieu en effet pour assurer la protection de réaliser la suppression complète des radiations pénétrantes. Il suffit de les amener en dessous, une faute de frappe, du seuil d'action nocive, et cela est aisé. Après tout ce qui a été dit à ce sujet, il est utile que l'Académie fasse entendre la voix de la sagesse, qu'elle signale les dangers possibles, mais qu'elle affirme qu'ils sont de ceux que des précautions bien connues permettent d'éviter. Le rapport a été revoit et voté. L'autorité n'avait pas. Donc c'est ça l'état d'esprit. La découverte du radium et de réaliser ces radiums a donc déclenché cette révolution dans les idées, dans la science, et aussi, tout de suite, a déclenché la recherche de l'énergie atomique. Parce que l'énergie des radiations du radium, des émissions du radium, avait été mesurée. On a tout de suite vu que c'était plusieurs centaines de milliers de fois celle des composés chimiques les plus actifs, le pétrole, l'essence, le charbon, tout ce que vous voulez. Donc on s'est dit, cette énergie, il faut aller la chercher. Et c'est à ce moment-là que la grande physique a commencé ses travaux pour aboutir, juste avant la guerre, à la démonstration que la réaction en chaîne était possible, et donc on pouvait fabriquer des bombes, et d'abord de l'énergie, et éventuellement des bombes avec des dérivés de l'uranium. Mais, en 1903, avant même que Einstein ait démontré l'équivalence matière-énergie, un philosophe américain, Henry Adams, a écrit à un de ses amis, l'historien Henry Osborne Taylor, une lettre dans laquelle il disait, en gros, je résume la fin de la lettre, le passage est évidemment dans mon livre, et il disait en gros, il ne se passera pas 50 ans avant que les explosifs n'atteignent une puissance cosmique. Parce qu'en 1902, il avait lu un papier d'un physicien britannique, celui qui disait que dans le radium, il y avait une énergie que pour l'instant on ne savait pas extraire rapidement, mais qui correspondait, vu la masse de radium concernée, à plusieurs millions de fois celle du charbon, pour la même masse. Et tout de suite, lui, il s'est dit, qui était un philosophe et qui avait pensé l'histoire, il s'est dit, les hommes vont la chercher, cette énergie, ils vont la trouver. Il a dit, il ne se passera pas 50 ans. 1903. Venons-en à la suivante. Voilà. Alors, Giovanni Faya, qui est peu connu chez nous, c'est l'un des principaux responsables de la doctrine réelle de la radioprotection de la CIPE. Il a été un pionnier de radium aux États-Unis à partir de 1910 au Memorial Hospital de New York. Formation d'ingénieur, mais comme il est un physicien, il travaille avec le radium, et tout de suite, on lui a fourni le moyen de développer un laboratoire de recherche, surtout après la guerre, peut-être 1917, à New York. Il était assez connu, publié beaucoup, et donc quand Marie Curie est venue à l'invitation d'une association féministe américaine, pour un voyage pour l'honorer, en 1921, elle a évidemment demandé à le rencontrer. Et lui, c'est lui qui avait découvert, avec une petite expérience dans son labo de l'hôpital, que les rats pouvaient bénéficier du rayonnement du radium. Et la dose optimale, c'était 7% de la dose qui causait la mort en un mois. Et quand j'ai fait des calculs, j'ai trouvé que la dose qui a été recommandée par la CIPR à la fin des années 30, mais qui n'a pas été adoptée par le Manhattan Project, qui l'a divisé par 2,
correspondait à cette dose de 7% de dose mortelle en un mois sur les rats, adapté au corps humain, bien entendu. Donc c'est resté pour lui une référence, cette étude de 1922. Par ailleurs, la même année, avec un co-auteur japonais, il a publié ce livre extraordinaire, Radium, the Supreme Marvel of Nature's Storehouse, c'est-à-dire le radium, la suprême merveille du magasin au sens du magasin de l'entrepôt, hein, là où on trouve les réserves de la nature. C'était l'idée qu'on se faisait du radium. Alors Marie Curie est arrivée donc, le 22 mai aux États-Unis et elle a à ce moment-là convaincu Fayard, après sa visite, de venir en France faire une formation complémentaire à l'Institut du Radium. Et quand Fayard est retourné aux États-Unis 2 ans après, évidemment, son autorité était, irradiée par la gloire de Marie Curie. Et il a effectivement eu une autorité considérable et décisive dans la formulation de la philosophie et de la doctrine de la radioprotection avant-guerre, j'en parlerai, et après-guerre, dans le cadre des grandes conférences de la fin des années 40 qui ont été vraiment grandes conférences de Chalk River au Canada, vous voyez dans une autre en Grande-Bretagne, une troisième aux États-Unis, où les bases des limites de dose, des limites de contamination, etc., ont été définies. Et surtout, la philosophie de la radioprotection pour les travailleurs, parce qu'à l'époque on ne parlait que de travailleurs, a été forgée. Et c'est Fayard à qui on avait confié le soin de rédiger le texte fondamental pour la délégation américaine à cette conférence qui est partie, où il y avait les Anglais, les Américains et les Canadiens, c'était toutes les équipes des radiobiologistes qui avaient travaillé dans le cadre du projet de bombe atomique, puisqu'il était partagé entre les Anglais, les Canadiens, à Chalk River, souvent le réacteur à Howard, et aux États-Unis, à Hanford et au College. Et aussi, il y avait à Chicago et à Rochester. Alors maintenant, la suivante est très intéressante parce que c'est l'accueil de Marie Curie. Et là, vous avez une idée de l'engouement. Il ne faut pas juger les genres avec nos catégories actuelles. Il faut se replacer dans la situation de l'époque pour comprendre pourquoi on est arrivé aujourd'hui là. Parce que les racines sont là. Et ensuite, ça s'est développé, ça a évolué. Mais s'il y a le débit de Tchernobyl et de Fukushima, ça vient bien de là. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé après Tchernobyl. Les racines sont très profondes. C'est un arbre qui pousse depuis longtemps et qui a creusé ses racines très profondes. Donc vous voyez que quand elle est accueillie à New York, elle fait la une de New York Times, ce qui est logique. Et le titre, c'est quand même Madame Curie, le plan de Madame Curie pour mettre fin à tous les cancers. C'est pas mal, hein, pour amuser Alors qu'on savait à l'époque que les traitements par le radium provoquaient des rémissions, mais jamais des guérisons, quasiment jamais. Sauf ce tout petit truc. Dès que c'était un peu grave, ça repartait. Ça, on avait testé beaucoup de solutions. Et donc, elle arrivait à l'invitation d'un groupe de femmes qui lui offrait 1 gramme de radium. 1 gramme de radium, $100 000, ça veut dire $2 millions d'aujourd'hui. Donc, vous voyez l'engouement. Cette association féministe avait collecté $2 millions pour offrir à Marie Curie 1 gramme de radium. Je passe les détails. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'elle est reçue au Waldorf Astoria par les sociétés de chimie. Le radium et la chimie, ça va ensemble. Qu'elle est ensuite reçue par l'American Museum of Natural History, qui a publié le livre de Fayard sur le radium, merveille, etc., dans le cadre de l'Académie des sciences de New York. Donc, à New York, c'était ce qui se faisait mieux dans le domaine scientifique. Elle est reçue au Carnegie Hall en mai, et par une association d'anciens élèves d'écoles féminines, enfin de collèges de femmes. Et elle dîne au Waldorf en compagnie du vice-président, quand même, Coolidge, qui lui remet une médaille d'or de la société en question, de l'association en question, et escortée par le vice-président, elle va rencontrer le président lui-même, qui lui remet le gramme de radium. C'était donc le grand tralala, etc. C'était vraiment la gloire absolue. Alors maintenant, venons-en aux choses plus techniques. Là, on a le contexte idéologique et psychologique. La période charnière. Effectivement, après 1925, donc la première conférence, le premier congrès international de radiologie,
les choses vont devenir vraiment sérieuses, au sens où on va entrer dans la mise en place, la construction du système international. Alors, le deuxième homme très important de cette époque, c'est la première génération, que vous avez vu sur la photo précédente, c'est Lawrence Tonsay Taylor, qui est né en 1902 et mort en 2004. C'est un type qui a un cursus universitaire assez minable, qui a abandonné sa thèse assez tôt, mais qui a eu une chance formidable. Un ami de son père était à la grande compagnie Western Electric, qui l'a embauché pour le former un peu mieux, parce que vraiment, c'était pas ce qu'il fallait. Et grâce à cette formation dans cette compagnie, il a pu intégrer le Bureau national des standards, c'est-à-dire de normalisation américaine, qui est une institution capitale aux États-Unis pour définir tout ce qui est normes industrielles sur de protection, etc. Et comme il était passionné de rayons X, du fait qu'il avait rencontré Edison alors qu'il avait 12 ans et Edison lui avait offert un tube à décharge, que son père avait interdit d'utiliser parce que son père savait les dangers des rayonnements, alors il était frustré, mais dans quoi toute sa vie il a combattu cette frustration en se passionnant pour les rayons X. Et donc il est entré à l'NBS pour travailler là-dessus. Et le NBS me dit, écoute, tu vas travailler dans le domaine de la radiographie médicale. On a besoin de quantifier toutes ces choses-là. Lui, il ne connaissait rien. Et par hasard, il découvre les écrits de Faya, et il va voir Faya durant l'été avant de donner sa réponse au NBS quant à ce projet, et Faya le convainc de se consacrer à cette question de radiophysique. Et il le forme. Grâce à quoi, au bout d'une semaine, il retourne au NBS, on lui confie, comme je l'ai marqué, la normalisation de la mesure des rayons X. Il publie, parce qu'il est un travailleur infatigable, il produit énormément, et il se fait connaître grâce à cette publication, si bien que, même pas quelques mois plus tard, un certain docteur George Kay, grande sommité britannique de la radiologie, prend contact avec lui, et lui, il connaissait Kay, il avait vu le papier de Kay, et lui dit, on va avoir un congrès à Stockholm, on n'a personne aux États-Unis, j'ai lu vos papiers, est-ce que vous pouvez venir en Europe, à Stockholm pour ça? Oui. Et puis Kay lui dit, écoutez, je sais que vous parlez allemand, que vous parlez français, ça serait bien que vous veniez, moi je ne parle pas ces langues-là, j'ai besoin de trouver un français et un allemand pour que notre futur CIPR soit vraiment CIPR international, sinon on aura tous rien avec les Anglais. Donc Taylor en profite, il vient en Europe en avance, et sans du tout en référer à Kay, il choisit lui-même, il avait 26 ans, il choisit lui-même les deux sommités qui étaient des personnes âgées, Grossman, directeur des recherches de Siemens, et Solomon, un très grand radiologue français, en leur disant qu'il est convaincu de venir à Stockholm. Et il a pris comme ça en main la création de la CIPR. C'était lui qui était au centre du jeu. C'est un personnage extraordinaire, c'était vraiment un type qui a le sens de la situation du tempo et qui a, grâce à ça, construit la CIPR avant-guerre puis après-guerre. Et il est vraiment l'homme qui a tout fait et qui a trouvé les hommes qui allaient, autour de lui, crédibiliser l'institution. Comme il connaissait les Français et l'anglais et l'allemand, il a traduit les recommandations de 1928 font 3 pages. J'en parlerai peu parce que je parlerai de celles de 37 qui sont plus intéressantes parce qu'elles rejoignent le problème qu'étudie Annie, c'est-à-dire les intérimaires. Ils apparaissent déjà en 1927. Alors en 29, Taylor, fort de tout du rayonnement qu'il commençait à avoir, a créé l'équivalent de la CIPR aux États-Unis, qui était aussi à l'époque une institution privée, qui a pris le nom après-guerre de NCRP, ça veut dire pas de conneries, National Council on Radiation Protection. C'est lui qui a défini le Röntgen et qui a parcouru le monde entier avec son appareil de mesure qui servait d'étalon pour comparer avec les appareils de mesure à l'étranger et s'accorder sur une mesure étalon que tout le monde allait finalement adopter. Et donc une importance internationale immédiate dans le cadre de la Commission pour la mesure des radiations.
Et alors il a subi une irradiation qu'il a estimée entre 1 et 2 sieverts par hasard, parce qu'un de ses acolytes avait oublié de mettre un écran de plomb devant un générateur de rayons X. Et comme il n'a eu aucune séquelle, ce qui laisse à penser que ce n'était pas 1 à 2 sieverts qu'il avait, enfin Gray, parce que c'était rayons X. Enfin, moi je l'ai traduit en sieverts, puisque le coefficient est 1 entre les deux, en cas de rayons X, c'est plus simple, on n'utilise qu'une seule unité, on arrête d'embrouiller le monde avec les Gray, les sieverts, les REM, etc. Bon. Donc le Gray. Et donc il a reçu, il estimé entre 1 et 2 sieverts, il n'a eu aucune séquelle, même immédiate, enfin rien du tout. D'ailleurs, il a vécu 102 ans. Je trouve que ça n'a pas fait grand mal. Et il en a déduit que les faibles doses, c'était vraiment pas grand-chose. Et ça a été un des moteurs de son appréciation du danger des faibles doses tout au long de sa vie. Il l'a encore défendu dans un article au Global Post alors qu'il avait en 94 ou 15, en disant les normes que nous avions définies en 1937, qui étaient donc 2 millisieverts par jour, n'ont jamais provoqué le moindre dommage au travail. On aurait dû les conserver. Et cet homme-là est resté à la CIPR toute sa vie. Il est mort, il était émérite, mais il avait encore de l'influence. Bon, on passe à la suite. L'effet génétique, Hermann Joseph Müller. En 27, Hermann Joseph Müller, qui était un généticien, qui essayait de créer des mutations, parce que pour étudier la génétique, il faut créer des mutations, sinon on ne peut pas dire grand-chose, si on veut aller un peu plus loin. Alors il avait utilisé la chaleur, pas très efficace, il s'est dit je vais essayer les radiations. Et là, au miracle, il arrive à en déclencher assez facilement. Il étudiait les drosophiles, une petite mouche du vinaigre, il avait très bonne vue, et ses acolytes aussi, donc ils arrivaient à voir les modifications génétiques à l'œil nu, ce qui est quand même assez difficile, sur ces cibles qui bêtes, couleur des yeux, enfin des choses comme ça. Bon. Et il fait une étude sérieuse, un très bon politicien, il a eu le prix Nobel après la guerre, et il s'aperçoit que en fait c'est proportionnel à la dose, quel que soit le débit de dose, et proportionnel veut dire qu'il n'y a pas de seuil. Et il publie en 27. Donc on peut dire que la communauté des radioprotecteurs était informée du fait que les radiations pouvaient provoquer des mutations et qu'il fallait donc s'en préoccuper. Eh bien, au congrès de la CIPR, fraîchement formé, d'avant-guerre, 28, 31, 34 et 37, à aucun moment les effets mutagènes des radiations ont été évoqués. Et à aucun moment, les membres, qui n'étaient pas que Taylor, les Sievert, il y avait donc Solomon, Grossman et puis quelques autres, et puis Kay, bien sûr, ces gens-là ont pensé à demander à un généticien de les rejoindre. La radioactivité artificielle a été découverte en 1934 par Joliot. Il ne faut jamais dire Joliot-Curie. Ça, le Curie a été rajouté après-guerre pour rajouter l'aura de Marie Curie à Joliot. Joliot, son état civil, c'est Joliot. Frédéric Joliot. Bon, donc c'est Joliot, c'est pas Joliot-Curie. C'est important, parce qu'on crée une aura, on a une espèce de comment dire, on a comme un tableau où il y a Sainte Marie Curie au milieu et ses apôtres autour. Enfin, c'est assez déplaisant. Il se trouvait qu'aux États-Unis, Ernest Lawrence, un très bon physicien, avait inventé le cyclotron en 1928 pour avoir un instrument assez petit dans lequel on pouvait accélérer des électrons en les faisant tourner. Ça évité d'avoir des grands accélérateurs linéaires qui coûtent très cher et il n'avait pas les moyens d'en faire. Donc il a imaginé ce truc-là en une soirée et il a eu le prix Nobel d'ailleurs pour cela. Et ensuite il l'a utilisé un peu comme ça. Et puis un jour, après que Joliot ait découvert la radioactivité artificielle, eh bien, il s'est lancé dans la fabrication avec son accélérateur, son cyclotron, de produits à la demande. Et le premier laboratoire de médecine nucléaire a été créé à côté de son cyclotron. C'est son frère John qui en a pris la charge. Et immédiatement, les médecins se sont précipités pour utiliser ces radiosources pour faire des essais de biologie, donc de traçage, pour voir comment ça maladie dans le corps humain, et ensuite pour faire des essais de traitement, en particulier de leucémie avec du phosphore 32, bien avec de l'iode 131, pour d'autres traitements, sans doute des thyroïdes, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé les détails. Et là, ça s'est fait vraiment
vraiment un peu dans le même esprit du début du radium. Hein. On y allait à tout. Quant aux premières limites d'exposition, il y avait des débats. En 24, Mutcheler a proposé 2 millisieverts par jour, celle qui a finalement été retenue en 37 par la CIPR. Mais en 25, Sievert, que j'appelle moi Monsieur 10%, a estimé que c'était trop conservatif de mettre 2 millisieverts par jour, qu'il fallait adopter le 10e de la dose qui provoque un érythème au bout d'un certain temps. Et donc 20 millisieverts par jour. On y va gaiement, 20 millisieverts par jour. Alors, juste au début du Manhattan Project, donc en 42, début 42, quand on a décidé d'y aller, il fallait se donner une doctrine pour la protection des travailleurs. Il y avait 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il ne fallait pas les rendre malades. Et la deuxième, c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'accident, parce qu'à ce moment-là, les familles auraient pu s'inquiéter, et la couverture du projet, comme le disait le chef de la division biologie et médecine du Manhattan Project, Stafford Warren, il disait « s'il y a des accidents, ça risque de fuiter. Et la couverture du projet sera ôtée. On perdra le secret. » Donc, ils avaient envisagé les choses avec certaines raisons d'être sérieux. Donc, les 2 millisieverts de la CIPR ne leur plaisaient pas trop, et l'équivalent américain, le NCRP, qui avait lui retenu 1 millisievert par jour, parce que Fayard ne se fait pas complètement la loi dans ce NCRP, a été adopté. Mais en fait, le jour où on a décidé l'adaptation, avant de la soumettre aux autorités, Fayard n'était pas là. Et Müller était venu avec non, c'est Paul Henschel qui était venu, qui était un copain de Müller, un généticien lui aussi, qui représentait en gros l'administration de la santé américaine. Pour ce faire, il fallait quand même mettre l'administration de la santé dans la boucle. Et lui, il a dit non, à cause du risque génétique que Müller a démontré, il faut diviser par 10. Donc il faut prendre 0,1 millisievert par jour. Fayard revient, on lui apprend ça, et dit, mais vous êtes fou, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas ce dont vous parlez, il faut revenir à 1 millisievert par jour. Et plus tard, il s'en est expliqué, et c'est là où on voit quelque chose qui est fondamental. Il a dit, si on avait adopté, si on avait cherché à réduire le risque génétique, on n'aurait jamais fait d'énergie atomique. Et il a dit ça après la guerre. Et c'était ça la raison. Et le risque génétique qui après-guerre a été plus considéré, on a sans arrêt cherché à le minimiser, parce que justement dans l'esprit de certains, un peu prudents, bien qu'ils espéraient aussi qu'on en serait dans l'âge atomique, sans risquer de disséminer des radiations qui allaient provoquer des dommages génétiques. Ceux-là, donc les prudents, ceux qui étaient adeptes du principe de précaution, ont eu assez vite le dessous pour des raisons dont je parlerai très rapidement après. Alors, durant le Manhattan Project, au début, on n'avait pas encore découvert le plutonium. Donc, on se préoccupait uniquement de faire la bombe à uranium. Puis très vite, on a découvert le plutonium, c'est tout au tout début, et on s'est aperçu, et ça, les écrits de Seaborg le montrent très bien, qu'il allait y avoir des kyrielles de radioéléments qui allaient être fabriqués par les réacteurs atomiques, après la réussite de Fermi, de sa pile atomique, qu'on allait produire des kyrielles de radioéléments et que ça allait poser des problèmes de contamination et de radioprotection pour tous les travailleurs qui allaient être associés à ce cycle chimique d'extraction du plutonium des combustibles irradiés. Et la seule référence qu'on avait, c'était le radium. Et on se doutait bien que ce n'était pas une référence qui était pertinente pour tous les composés, et notamment le plutonium, qui lui avait été découvert grâce à l'accélérateur de Lorentz. Il a été découvert avant qu'on fasse marcher la pile de Fermi. Il a été découvert en bombardant de l'uranium avec du deutérium. Et les normes de protection qu'on a mises en place, c'était 1 microgramme de plutonium par personne, comme limite, à tout hasard. On se dit, bon, on a quelques modèles animaux, on va essayer de se rendre compte à quoi correspond pour l'homme 1 microgramme avec le modèle animaux. Bon, ils ont fait ça, et puis les accidents étaient très rares. Alors, les accidents étaient des sources de connaissances, évidemment. Donc avec les accidents, on pouvait essayer de mieux comprendre comment protéger les travailleurs.
comme ils étaient rares, eh bien, on a décidé de faire des expérimentations. Et c'est Carl Morgan, à Oak Ridge, il vient d'Oak Ridge, qui a été chargé de superviser les premières injections qui étaient faites non pas à des prisonniers, comme on l'a dit, mais à des malades à l'hôpital. À l'époque, on ne disait jamais malade ce qu'on leur faisait, on n'allait pas leur dire qu'on le faisait avec du plutonium, qui était en plus dans le nom était secret. C'était un secret d'État, le plutonium, à l'époque. Le nom même du plutonium était un secret. Et on voulait en particulier, comme le disait Annie, voir comment le plutonium s'éliminait. Mais ce qui a vraiment déclenché cette recherche, c'est un accident. L'accident qui est arrivé à un certain Dan Mastic, que Oppenheimer avait cherché d'étudier, avait demandé d'étudier l'extraction, à qui il avait demandé, pardon, d'étudier l'extraction chimique du plutonium. Et un matin, il rentre dans son labo où il y avait une fiole qui contenait tout le stock de plutonium de l'époque, 10 mg sous forme liquide, composé liquide, dans une fiole scellée. Parce qu'il avait, la veille, il avait fait une réaction et il l'avait mise dans cette fiole. 10 mg, c'est quand même beaucoup. Et la fiole lui a explosé à la fibre. Il y avait des réactions chimiques qui s'étaient passées, la pression avait augmenté, quand il l'a touché, ça a explosé. Le verre était à la limite de sa résistance. Alors, Stafford Warren, le chef de la division en biologie de médecine, et Oppenheimer se sont immédiatement affolés, et 15 jours après, ils ont effectivement décidé de faire des expérimentations humaines. Alors, ce Dan Mastic, c'est intéressant, son suivi, parce qu'il a été suivi. Il n'a pas arrêté de pisser du plutonium pendant toute sa vie. On trouvait des traces tout le temps. Et il a été interviewé en 1995 par la commission Clinton qui raconte son aventure. Donc en 1995, 41 ans après d'avoir ingurgité on ne sait combien de plutonium, la dose n'a jamais pu être évaluée, mais elle était sans doute pas ridiculement faible, il était toujours vivant. Ce qui montre que le plutonium peut être dangereux, mais en tous les cas pas par le mode qui est sans doute de l'ingurgitation par la bouche, par absorption par le système digestif. Par ce mode-là, il ne semble pas extraordinairement dangereux. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote qui est racontée dans le rapport de la commission Clinton, qui permet de relativiser les choses et d'avoir une vision un peu plus froide et pas fantasmagorique du plutonium. C'est qu'un jour arrive dans un hôpital à Rochester où on testait justement sur les malades, un gars qui avait eu un accident de la route et on dit il ne passera pas la nuit. Alors, un noir d'ailleurs, il ne passera pas la nuit. Alors on en profite, on lui fait une injection de 95 microgrammes de plutonium et on va voir comment il élimine ça avant de mourir. Et quelques dizaines d'années plus tard, il était toujours vivant. Ensuite, le diagnostic du médecin était erroné. Le mec, il avait largement passé la nuit. Par ailleurs, on a décidé de contaminer l'environnement pour voir ce que ça faisait, ce qui est nécessaire. On savait qu'on allait contaminer l'environnement en produisant et puis ensuite en faisant exploser les bombes. Et c'est assez loufoque, j'en ai quelques récits dans mon livre, parce que c'est quand même intéressant de voir à quel point les cow-boys, comment ils agissaient comme des cow-boys, Stafford Warren lui-même d'ailleurs. Mais on a aussi quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est qu'on s'est aperçu que la production de plutonium était trop lente à Hanford, et qu'il fallait augmenter la cadence. Et pour ça, il fallait admettre de rejeter beaucoup plus d'iode dans l'environnement. Et c'est Carl Morgan qui, par crainte que Hitler ait la bombe avant les Américains, a donné le feu vert pour qu'on accélère la production de plutonium. Donc on irradie tout l'environnement de Hanford par des émanations permanentes d'iode 131 à forte dose. Alors maintenant, la création de la CIPR, ça va aller assez vite, parce que j'ai parlé de pas mal de choses. À la fin de la guerre, tout le monde est mort de la CIPR, sauf Sievert et Taylor. Sievert, lui, est en Suède, c'est un homme de la haute société, il n'a pas du tout envie de s'occuper de tâches administratives, donc c'est Taylor qui s'occupe de tout. Donc Taylor a le champ libre pour faire valoir sa conception de la CIPR et pour la reconstruire. Il a un parcours compliqué, parce que pendant la guerre, il n'a rien fait, il était chargé de faire des détonateurs pour les obus. Et donc Taylor, il cherche à revenir dans le jeu, parce que ça l'intéresse. Il sait que là, il y a l'avenir, c'est l'ère de l'énergie atomique qui commence, et lui, il est très ambitieux. Il veut être au cœur de la radioprotection mondiale. Il a créé la CIPR, c'est pas pour rien, c'est pas pour rester en arrière de la main. Et là, il a beaucoup de chance.
l'AEC, donc l'Atomic Energy Commission, qui a succédé au Manhattan Project, demande à FAIA de s'occuper de tâches pour la mise en place du système de production et de supervision de la production de bombes atomiques aux États-Unis. FAIA, ça l'embête. Il veut garder sa liberté. Il va voir Taylor, il lui dit « ça ne t'intéresse pas, ça ?» Et Taylor, il saute sur l'occasion, il rentre dans le jeu au plus haut niveau, grâce à FAIA. Et grâce à ça, il est introduit dans les 3 conférences capitales, dont on ne connaît rien ici, parce que rien n'a été vraiment publié dessus, les 3 conférences tripartites de 49, 51 et 53, dont je vous ai parlé. Il sera un des représentants des États-Unis. Et il confie à FAIA le soin d'écrire un mémoire, qui a été d'ailleurs écrit collectivement avec un Anglais, alors lui, l'un des plus farouches partisans de l'énergie atomique, Maynard, qui était membre de la CPR aussi, et Taylor. Et ils discutent entre eux pendant on va dire de 46 jusqu'en 49, et là, le mémoire est prêt et va servir comme contribution de la délégation américaine. Et ce mémoire, j'en parle pas mal dans mon livre parce qu'il est capital, toutes les idées fondamentales sont dedans, est vraiment intéressant parce que ce que vous voyez là, c'est que effectivement, ce que cherche à démontrer philosophiquement FAIA, c'est qu'il faut arriver à considérer les dangers des radiations comme les autres dangers de l'eau. Et ça, je l'ai retrouvé à Fukushima, dans la déposition de Lochard devant le cabinet du Premier ministre, où il disait que ce qu'il fallait, c'est créer une culture où les radiations ambiantes sont considérées comme un autre danger de la vie courante et d'apprendre à s'en protéger. Donc c'est quelque chose qui est très lourd. C'est une histoire des idées avant d'être une histoire technique ou bien une histoire industrielle. C'est d'abord une histoire des idées. Il y a eu beaucoup de désaccords à la fin de cette conférence, et en particulier de ces conférences tripartites concernant le plutonium. Alors je vais vous donner quand même la résolution du différend. La conférence avait proposé 0,1 microgramme comme limite de contamination des travailleurs. Les gens de Los Alamos ont protesté en disant si vous mettez 0,1 microgramme, on ne peut plus fabriquer de bombes atomiques auxquelles le gouvernement les demande de satisfaire. Et le nouveau responsable de la division biologie médecine de l'AEC a dit bon, ben, on coupe la poire en deux, ce sera 0,5. C'est ça la science. D'accord. Je me donne encore quelques minutes et on discutera. Je vais sauter. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que jamais la CIPR ne s'est préoccupée des retombées d'Hiroshima et Nagasaki, ni de celles des essais atomiques, ni même des cohortes d'irradiés. Jamais elle ne s'est occupée des marins irradiés par les retombées des tirs de bombage en 1954 aux îles Marshall, la série des tirs Cass, de la série Cass en mars 1954. Les institutions qu'a créées Taylor, NCRP et CIPR, sont des associations de droit privé. La CIPR est de droit britannique, c'est Kay qui avait amené le statut, et elles cooptent leurs membres. Ils ont décidé cette cooptation après une intrusion de l'Allemagne nazie en 1934, qui avait demandé que le représentant allemand, qui était un juif, soit remplacé par un autre. Ils l'ont très mal pris, on peut le comprendre, là je suis d'accord avec eux, mais ils ont pris une très mauvaise décision, c'est celle de dire que désormais le recrutement serait interne, coopté, par cooptation. Si bien que le patrimoine juridique que Taylor a mis dans la commission s'est préservé jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire le montre. Les interventions de la commission sont parfaitement dans l'état d'esprit initial, toujours. Dès qu'il y a un problème, bien sûr. Sinon, ce qu'on fait, on aligne des chiffres et on vous remplit et on vous fait des rapports abscons qui font des centaines de pages et il faut s'arracher les cheveux pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Tout ça, c'est de la sophistique moyenâgeuse. Hein. La réalité dans laquelle on vit après un accident nucléaire échappe totalement à toutes ces complications. Ensuite, il crée les comités spécialisés sous le contrôle de la commission. Confidentialité des débats, c'est absolument capital. C'est vrai pour l'NCR, c'est vrai pour la CIPR, c'était vrai pour le NCRP tant qu'il était privé.
Ce qui veut dire qu'on ne sait rien des débats internes, et ça a été mûrement réfléchi, parce qu'il y avait une demande de faire que les débats sur la protection de la population soient publics, et ils se sont dit non, si on les rend publics, alors on n'aura jamais la confiance de la population. Et l'irresponsable, alors, non-publication dans les publications, de l'INSCER, de la CIPR comme de l'NCRP, des avis minoritaires. Ce qui fait que les bonnes raisons qu'on a pu opposer aux décisions prises, aux recommandations, aux limites, etc., ne sont pas publiées, ce qui est évidemment indispensable pour conserver la confiance de l'opinion, et des décideurs et des croyants, parce que finalement tout le monde est croyant dans cette histoire. Et enfin, comme c'est une institution de droit privé qui ne veut pas avoir d'ennui avec la justice et autres, irresponsabilité quant à l'application des recommandations. Et ça, c'est d'avant-guerre déjà. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'eux, ils font des recommandations, c'est écrit mais ils ne sont pas responsables de la manière dont les autres les appliquent. Voilà. Là, tranquille, on peut continuer gaiement, on ne se fera jamais embêter par un procès quelconque. Et ils n'ont jamais eu de procès. Alors après-guerre, on a créé des institutions pour l'âge atomique, tout a été conçu avec cette idée qu'on entrait dans l'âge atomique, que ce soit l'OMS, évidemment, ensuite l'UNSCER, puis l'AIEA. CIPR existait déjà. Je passe, dans le livre, j'ai trouvé ça, parce que heureusement, à l'époque, l'OMS conservait dans ses archives le détail de tous les débats, aussi bien préparatoires qu'ensuite, une fois que l'institution a été créée, tous les débats internes. Donc vous pouvez suivre à la trace quelles sont les idées dans cette atmosphère d'entrée dans l'âge atomique qui ont présidé à la création de l'OMS. Et je vous en donne juste une, c'était d'obtenir à tout prix un maximum de radioéléments par la Commission de l'énergie atomique américaine pour les usages médicaux. Et évidemment, comme c'était le seul fournisseur, il fallait rester bien avec la Commission. Donc on ne s'est surtout jamais occupé des problèmes de santé que pouvaient vous poser les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, les essais nucléaires, etc. Jamais. Jusqu'au moment où ils ont dû s'en occuper, mais ils ne savaient pas comment faire, alors ils ont appelé la CPR à la ressource. C'est ce que j'ai écrit dans le transparent suivant. L'OMS se choisit la CIPR pour tailleur. En effet, la CIPR, grâce à la participation de Faria Taylor et quelques autres aux conférences tripartites, avait pu capter tout l'héritage de Manhattan Project et des travaux faits en Grande-Bretagne et au Canada sur les effets des radiations. Et grâce à cet héritage, qu'ils étaient les seuls à posséder en dehors des institutions officielles, ils ont pu rédiger la première grande recommandation, 101 pages, qui leur donnait évidemment une force extraordinaire dans l'ambiance d'ignorance totale où baignait le reste du monde. Et quand, tout à fait par hasard, à la fin de 1954, quelques experts de l'OMS ont découvert la CIPR, ils ont dit « on a la solution, on pourra enfin répondre à la demande du gouvernement autrichien que l'OMS s'occupe de radioprotection ». Mais comme l'OMS n'avait pas d'argent, elle s'est affiliée à la CIPR plutôt que de créer un organisme parallèle. Donc la CIPR est affiliée à l'OMS depuis 1956, tout à fait officiellement, et grâce à ça, son autorité et son aura, on peut dire, maximale. On ne pouvait pas rêver mieux, comme avenir. Et Taylor avait encore 50 ans à vivre quand ce résultat fabuleux a été obtenu. C'est vous dire qu'il pouvait couver c'était plus un bébé maintenant, il pouvait continuer à suivre la progression de la croissance de sa créature. Les essais de Bombache ont ravivé le débat sur les effets génétiques. Et c'est là que les généticiens ont perdu. Parce qu'ils se sont obstinés à vouloir définir la dose doublante de radiation, c'est-à-dire qui allait doubler les mutations naturelles. C'était impossible pour diverses raisons scientifiques. Moyennant quoi ils étaient divisés. Il y avait eu un échec total de l'étude des conséquences génétiques d'Hiroshima et Nagasaki, mais total.
pour des raisons qui sont écrites dans le livre, je n'ai pas le temps, il y a une thèse entière américaine là-dessus qui est absolument extraordinaire. Et de ce fait, on a pu faire croire qu'il n'y avait eu aucune séquelle génétique après, dans la population qui avait subi le flash nucléaire à Hiroshima. Parce que l'étude a été faite que sur Hiroshima, pas à Nagasaki. Alors, vous comprenez bien que dans ce contexte, les retombées atomiques des essais atomiques, ça paraissait comme un petit peu, comment dire, peu grave par rapport à avoir suivi le flash de la bombe. Et les généticiens, qui n'étaient pas contre l'entrée dans l'âge atomique, bien entendu, à l'époque tout le monde était pour, et qui étaient pour qu'on le fasse prudemment, ont perdu la bataille. Et c'est au moment où on crée l'UNSCER. L'UNSCER qui est formé de délégués d'État et de représentants. Et la CIPR était à l'époque la plus en pointe et la plus reconnue comme l'instance qui avait l'autorité dans le domaine. Et la CIPR était évidemment dans le clan des cliniciens, c'est-à-dire ceux qui disaient les radiations sont dangereuses que s'il y a des effets qu'on peut observer tout de suite, sinon c'est pas dangereux. C'était Taylor, et ces deux Sievert qui croyaient avoir reçu, qui n'avaient rien fait. Et dans ces conditions, le recrutement de la CIPR, disons, les membres qui avaient été recrutés dans la CIPR ont été en grande partie ceux qui ont constitué la première génération des représentants qui comptaient, c'est-à-dire ceux des grands pays qui avaient développé l'énergie atomique, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, c'est ceux-là qui comptaient. Eh bien, c'est ceux-là qui ont été nommés comme délégués ou représentants de l'UNSCER. C'est bien que l'UNSCER et la CIPR partagent le même patrimoine génétique. Et on ne verra jamais, évidemment, des experts de l'UNSCER ou un rapport de l'UNSCER disant que les préconisations, donc les recommandations de la CIPR en matière d'application des recommandations, l'application des recommandations de la CIPR, puisqu'il y a des règles qui sont élaborées, ont donné de mauvais résultats, puisque c'est les mêmes. Ceux qui édictent ces règles et puis ceux qui, à l'UNSCER, jugent de leur validité. C'est ça le système instauré au sein de l'ONU, donc une véritable forteresse, puisque les rapports de l'UNSCER sont votés par l'Assemblée générale de l'ONU à chaque fois qu'ils sont soumis. Ils sont votés avec félicitations et 1000 louanges de la part des représentants des pays qui votent. Et donc ils acquièrent un statut d'infaillibilité. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'époque de la congrégation de l'index. L'UNSCER trie parmi les données scientifiques qui sont publiées celles qui ont droit d'être incluses dans la Bible des radiations. Le mot a été employé par eux, donc c'est pour ça que je peux dire que c'est la Bible des radiations. Et tout ce qui est déviant, donc n'a pas à être considéré comme devant être discuté. Le système a cette hiérarchie-là, qu'on oublie trop. Je crois que l'AIEA est en tête, mais pas du tout. En tête, normalement, et ça c'est une clause de style, la science indépendante, puis vient le filtre de l'UNSCER, qui lui dit la science des radiations, ce qu'on doit en retenir. Les évaluations scientifiques de l'UNSCER sont utilisées par la CIPR comme référence pour ces recommandations. Ensuite, les recommandations de la CIPR sont examinées et discutées dans les cadres, dans différents cadres. Donc vous avez l'OMS, l'AIEA, etc., l'OCDE, etc., l'IRPA, et qui peuvent les traduire pour leurs besoins propres. Et tout ça débouche sur des législations et des directives quand c'est des cadres comme Euratom ou multinationaux. C'est ça le cadre officiel. Mais comme vous avez les mêmes personnes qui sont à l'UNSCER, à la CIPR, à l'AEA, où ils sont consultants par exemple, et puis dans les organismes nationaux, en fait c'est les mêmes qui sont dans toute la hiérarchie, c'est les mêmes personnes. Donc c'est même plus des conflits d'intérêts, c'est on se vautre dans une espèce de consanguinité, d'idées, d'intérêts, etc., où on peut rajouter évidemment un peu d'argent pour l'industrie. Mais vous savez, l'industrie, si vous lui dites vous voulez de l'argent pour faire des éoliennes, elle fera des éoliennes, elle arrêtera de faire des réacteurs atomiques. La psychiatrisation des effets des radiations a une histoire que je ne vais pas trop décrire, parce que là je vais dépasser le temps qu'il est imparti. Mais en gros, après les
les explosions des bombages américaines, donc toujours ces fameux bombages des îles Marshall, le gouvernement danois s'est préoccupé gravement de tout cela. Par ailleurs, les questions génétiques sont montées à un très haut niveau et l'opinion mondiale s'est alarmée. Et Brock Chisholm, donc celui qui avait créé, on peut dire, l'OMS, et qui était un psychiatre, avait simultanément créé la Fédération mondiale de la santé mentale, et grâce à cette institution qu'il avait sous le coude, il a interpellé l'OMS en disant, écoutez, ça devient grave, hein, l'entrée dans la génétique se passe mal, les gens s'alarment, il faut absolument s'occuper des questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique. Et c'est l'origine du fameux rapport, qui est un rapport destiné non pas à la population, mais aux décideurs, qui est destiné aux politiciens, etc., qui a eu un accouchement assez difficile parce que la séquence finale de rédaction d'une semaine à Genève a eu lieu 15 jours après l'incendie de la centrale nucléaire de Windscale en Grande-Bretagne, qui a obligé d'interdire la collecte du lait dans une surface de 500 km² pendant plusieurs semaines. Et d'instaurer une première norme de limite de contamination pour le lait de 3700 becquerels d'iode. C'est la première fois qu'on était obligé de le faire. Et tout ce qu'avaient écrit les experts ces experts en santé mentale dans leur rapport était remis en question. Et ça a été très très mal fait. J'ai analysé ça dans le détail, et quand vous verrez dans mon livre, j'ai analysé comment Windscale avait joué là-dessus, et vous voyez qu'ils n'ont pas pris le temps de bien réfléchir, et vous avez dans le rapport des incohérences énormes, qui sont gommées par des prises de position en disant en gros, le public ne doit pas s'inquiéter de doses ingérées par la nourriture que les autorités disent sûres et sans risque. Ce genre de choses. Vient l'optimisation, et je vais terminer par là, parce que l'optimisation, dont ne nous a pas parlé malheureusement Pierre, c'est en fait la clé de voûte du système de la sécurité. Les premières règles, c'était as low as, aussi bas que possible. Et ça, c'était le début 1928. On travaillera aussi loin que possible des tubes de rayons X, des choses comme ça. Mais ça, quand vous entrez dans les chiffres, ça devient ingérable. Quand vous avez une limite, mettons, de 1 millisievert, si on vous dit as low as, que 1 millisievert, vous pouvez le réaliser, on vous dira mais il faut faire moins. Puis si vous avez un accident, vous ne pouvez même pas empêcher 100 millisievert, alors là, vous n'avez plus aucune ressource indicative, aucun guideline qui vous dit quoi faire. Et c'est là que Henri Jamet est intervenu comme président du comité 4 d'application des recommandations pour demander à une équipe de mathématiciens américains d'appliquer les principes d'optimisation économique coût-bénéfice à la radioprotection. Parce que si vous avez une méthode mathématique qui vous permet, quelles que soient les circonstances, d'estimer le coût, l'exposition pour lequel le coût d'une protection supplémentaire est égal au coût du détriment évité, c'est-à-dire des effets futurs évités, vous avez l'optimum. Et donc, quelles que soient les circonstances, vous pouvez définir la manière d'intervenir. Ceci est très important parce que ça a été invoqué à Tchernobyl. Quand les gens voulaient être évacués, on leur a dit « vous n'avez pas d'argent, donc les notions de coût disparaissent, donc vous n'avez pas de problème. » Et on les a maintenus. Et à Fukushima, on voit bien que la gestion des territoires évacués et des évacués eux-mêmes est faite au moindre coût. Et les méthodes utilisées par la CPR ont été raffinées après, bien après, au milieu des années 90, quand on s'est aperçu qu'il fallait quand même avoir une intervention qui permette aux gens de se satisfaire de vivre comme des otages dans un camp radioactif. Et c'est le programme ETHOS. Alors Henri Jamet, vous l'avez là, et son collègue Benninson, qui est aussi un des très grands responsables. Donc ça, c'est la deuxième génération, hein, vous avez vu la première, qui était Taylor et Fayda. Henri Jamet, c'est vraiment le très grand technocrate qui fait qu'aujourd'hui, c'est le CEA qui dirige les opérations d'ETHOS, de la CPR, au Japon, puisque c'est le CEPN qui est là-bas, et le
directeur du CEPN et le vice-président de la CIPN. Le CEPN n'a que deux membres initiaux qui sont le CEA et EDF. Donc on peut dire que le lobby atomique français s'est incrusté dans la CIPR grâce à Henri Jamel. Et maintenant, c'est lui qui dirige les opérations de conformation de la population à Fukushima. Là, vous avez tout de suite, je vous la montre, la troisième génération, Lochar, à gauche, Sasaki, qui lui est un japonais, c'est normal, l'homme est au Japon, mais il n'est pas si influent que ça, et surtout Claire Cosenz, l'actuelle présidente de la CIPR, qui est une femme un peu de la trempe de Jamais. Vous voyez que c'est des photos posées. La précédente aussi était posée, le bateau ne bouge pas. Et à chaque fois, on montre quelque chose qui est un objectif élevé. C'est pas pour rien. Les images sont là pour faire passer les idées. La CIPR a des objectifs élevés. Ne l'oubliez jamais. Voilà le principe d'optimisation, je vous dis, c'est ce point où il y a marqué opt, où si vous vous déplacez par la droite, une augmentation de l'exposition, donc une diminution du prix de la protection, est compensée par une augmentation du prix ultérieur des soins. Mais l'application de ce principe n'a pas plu au Bélarus, puisqu'on a demandé aux gens de vivre dans un environnement où ils ne voulaient pas vivre. Donc, à ce moment-là, quelques années plus tard, on a inventé la radioprotection éthique. Et donc, on a lancé le programme ETHOS par le CEPN. Les bureaux du CEPN sont à Fontenay-aux-Roses, et au départ, c'est Henri Jamais qui l'a créé, et c'est à quelques dizaines de mètres du bureau d'Henri Jamais au départ. C'est vraiment une institution totalement contrôlée par le CEA. Donc, on envoie le CEPN qui va trouver de l'argent aux communautés européennes. Dès qu'il y a de l'argent, tout le monde afflue. Alors, vous voyez arriver les universitaires, architecture sans frontières, des trucs comme ça. Médecins du monde qui, en fait, se retirent après parce qu'ils voient que c'est pas leur truc. Donc, c'était un peu l'auberge espagnole parce qu'il y avait un peu d'argent. Donc c'est une méthode douce qui, en gros, vise à faire admettre aux gens qu'on peut vivre dans une région radioactive à condition de prendre quelques précautions, mais pas plus. Ça va guère plus loin et d'admettre que finalement c'est presque une chance dans la vie d'avoir à se confronter à cette nouvelle difficulté. J'ai vu ça écrit dans les comptes rendus de l'initiative équivalente au Japon, les comptes rendus qui sont publiés sur le site de l'association Ethos in Fukushima. Sur le net, vous pouvez le trouver. Il y a un texte en japonais, mais il y a quelques textes en anglais. Alors pour terminer, eh bien, on va détruire le principe d'optimisation du modèle linéaire sans seuil, puisqu'il n'y a pas de modèle linéaire sans seuil. Le modèle est sans seuil, mais il n'est pas linéaire. Adi nous en a parlé, ou non, c'est Pierre avec le bystander, mais en fait, indépendamment du bystander, on pouvait le savoir dès le départ. J'ai en ma possession, là je peux le dire parce que c'est difficile à trouver, la grande compilation japonaise sur les conséquences d'Hiroshima et Nagasaki qui a été publiée à Tokyo en 1979. Dedans, vous avez évidemment plein de tableaux, c'est un gros bouquin qui fait 400 pages ou un truc comme ça. C'est plein de tableaux, plein de trucs. Vraiment, un truc vraiment très global, très très bien fait. Et vous avez des tableaux concernant le cancer. Bien, vous vous apercevez que ce n'est pas linéaire. Entre 0 et 9 rad, vous avez une augmentation de cancer, vous vous souvenez très bien, c'est autour de 15% pour les hommes. Et puis quand vous passez au-delà de 100 rad, donc les grands irradiés, eh bien, vous tombez, vous avez évidemment plus de cancer, vous avez 50% de plus, mais il n'y a pas proportionnalité, puisqu'entre 0 et 9, c'est 15%, et l'augmentation pour 0 à 100, au-delà de 100, c'est 35%. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de proportionnalité. L'effet n'est pas proportionnel à la dose. Et là, c'est le même genre de dose, c'est un flash. On n'a pas étudié les gens qui avaient été victimes de retombées, on a étudié que ceux qui étaient victimes du flash, parce que pour eux, on arrive à calculer la dose. Alors maintenant, je vais vous dégommer rapidement et le linéaire
linéaire et le sensei. Comme ça, on verra que la CIPR, en fait, est nue sur le plan scientifique. Je ne parle pas sur le plan bureaucratique, mais sur le plan scientifique. Gerhard Pröll, qui est un bon expert de l'AIEA, qui a participé à la publication 124 de la CIPR, a, dans le cadre de la préparation de cette publication, a envoyé un avis en disant que l'optimisation, au sens de la protection radiologique, qui est donc la Bible de la CIPR, n'est applicable que si la relation dose-effet sous-jacente est linéaire et sans seuil. C'est un problème mathématique. Moi, je suis mathématicien, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Alors, prenons deux études. L'une dont nous a parlé Pierre, et l'autre dont je vais commencer tout de suite à vous résumer le résultat. Kendall et quelques collaborateurs, dont des membres de la CIPR, d'ailleurs, c'est assez intéressant, a publié en 2012 une étude qui porte sur les statistiques anglaises entre 1980 et 2006, 26 ans, sur les cancers qui touchent les enfants entre 0 et 14 ans, avec comme seule variable testée l'irradiation naturelle, qui varie d'une région à l'autre. Et l'enseignement le plus convaincant, parce qu'il y a des choses assez floues dans ces résultats, l'enseignement convaincant et qui n'est pas flou, qui statistiquement est solide, c'est que 1 millisievert pas par an, 1 millisievert, vous fait augmenter le taux de leucémie dans la population infantile de 12,5%. Donc si vous prenez comme limite d'exposition rajoutée par l'industrie nucléaire 1 millisievert par an, pendant les 14 ans où les enfants vont la subir, là vous allez multiplier leur risque de cancer par environ 2,5 de leucémie. Le leucémie est un cancer rare, et ça vaut le coup de augmenter de 2,5. Alors les travaux de Pierce avec les scanners ont été évoqués, on arrive à 3,6% par millisievert d'augmentation de leucémie. Alors heureusement dans le livre japonais, vous avez le détail, et c'est la seule donnée qu'ils aient réussi à préserver quand les Américains leur ont demandé tous les résultats des observations qu'ils avaient faites après les explosions des bombes. Ils ont réussi à conserver, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que les Américains étaient très intrusifs, les données concernant les leucémies. Et elles sont dans le livre en question dont je vous ai parlé. Et donc on voit année après année le nombre de leucémies dans une population assez petite. C'est les quelques 25 000 japonais qui avaient été irradiés par la bombe d'Hiroshima à moins de 2 km du point zéro. Donc des très fortes doses. Quand vous faites le calcul et que vous rapportez ça au nombre de leucémies par millisievert, vous voyez que l'augmentation, pour eux, c'est de 1,2 millisievert. 1,2% par millisievert rajouté. Oui, ils avaient pris des sieverts, mais par millisievert rajouté, ça fait une augmentation des leucémies. Ce qui veut dire que le nombre de leucémies était multiplié par 20 ou 15, enfin, dans les années les pires, au début des années 50. Donc, entre un flash très fort et un flash moins fort, un scanner, vous avez un rapport 3. Ce qui veut dire que le flash très fort est 3 fois moins efficace que le scanner qui est un flash moins fort, relativement, bien sûr, à la dose reçue. Mais le débit de dose est important, puisqu'un débit très faible, un millisievert rajouté par le rayonnement naturel, donc est un débit très faible, est 3 fois plus efficace que le débit de dose relativement intense d'un scanner. Donc le modèle est sans seuil, mais n'est absolument pas linéaire, en tous les cas pour la leucémie. Or, le système de radioprotection en cas de pépin est basé sur le principe d'optimisation. Donc la CIPR a un besoin politique du modèle linéaire sans seuil, mais qui scientifiquement est totalement non fondé, et on le sait depuis le début. Et même avant, dans les années 20, à l'Institut Curie à Paris, on avait repéré que les traitements par le radium étaient bien plus efficaces quand on prenait des doses plus faibles, plus longtemps, que de fortes doses courtes. Donc on savait ça depuis très longtemps. Mais on n'a jamais cherché à en tirer véritablement les conséquences scientifiques pour la santé, pour la protection des gens. Et quand le titre qu'on m'a demandé d'adopter, qui était « Peut-on faire confiance aux limites, aux normes pathologiques ?» je vous dis non. Quelles que soient
les textes, les publications que la CIPR peut faire avec le raffinement des considérations dans lesquelles elle entre. C'est du pipeau. Dès qu'il y a un problème, tout ça vole en éclat. Et on vous impose une modélisation, ça, une optimisation, et vous allez vivre dans un territoire radioactif, eh bien, prenez-le comme une expérience culturelle. C'est ce qui a été développé par le Chat au Japon dans les exposés qu'il a fait depuis entre 2011 et 2015. Il a réussi à faire admettre au public qu'il attirait dans ses séminaires que c'était une expérience culturelle enrichissante et que finalement c'était presque une chance que d'avoir à vivre cela.